On connaît tous Tinder, cette application de rencontre ultra populaire où un simple swipe peut changer ta vie, ou bien la détruire. Car derrière certains profils parfaits se cachent parfois des arnaques bien réelles. Et je vais rapidement présenter Tinder pour ceux qui ne l'ont jamais téléchargé. Tinder est une application mobile de rencontre lancée en 2012. Elle permet aux utilisateurs de rencontrer de nouvelles personnes à proximité, principalement dans un but romantique, mais parfois cela peut aussi être dans un but amical. Son fonctionnement, pourtant très simple, révolutionne la manière dont les rencontres en ligne se font. Un swipe à droite signifie que tu es intéressé par la personne, tandis qu'un swipe à gauche signifie que tu n'es pas intéressé. Si deux personnes se swipent mutuellement à droite, c'est un match. Une fois le match établi, vous pouvez discuter par message, il y a donc une notion de consentement mutuel avant de pouvoir entamer la discussion. On va pas se mentir, la principale raison qui pousse les gens à s'inscrire sur cette application, c'est de trouver l'amour, que cela soit pour un soir ou pour la vie. Et c'est exactement ce qui pousse Cécilie, une jeune Norvégienne vivant à Londres, à télécharger l'application. Elle est romantique, rêveuse, et ce qui compte le plus pour elle dans la vie, c'est l'amour, car elle n'est jamais aussi heureuse qu'en étant amoureuse. Après 7 ans sur Tinder, elle collectionne plus de 1000 matchs. Elle ne matche qu'avec des hommes qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'elle, c'est-à-dire sortir au restaurant, à la plage, ou bien qui aiment les animaux par exemple. Un jour, Cécilie tombe sur le profil parfait, celui d'un homme classe qui arbore des costumes, avec un lien redirigeant vers son compte Instagram. Ce compte est suivi par plus de 100 000 personnes. On le voit dans des véhicules de luxe, dans des réunions de travail ou des fêtes, dans des endroits paradisiaques. Cet homme s'appelle Simon Leviev. Elle se dit que ça serait plutôt sympa de le rencontrer étant donné qu'il mène une vie qu'elle n'aura jamais, même dans ses rêves les plus fous. Elle décide de swiper vers la droite et la magie de Tinder opère. Les deux matchent ensemble. Simon la contacte très rapidement en lui disant qu'il quitte Londres le lendemain et qu'il va aller prendre un verre avec elle. Il lui envoie le lien de son hôtel en lui disant de le rejoindre là-bas. Cet hôtel, c'est le prestigieux Four Seasons. Dès qu'elle le voit, elle tombe immédiatement sous son charme. Il se présente comme étant le PDG de LLD Diamonds, l'une des plus grosses entreprises de diamants du monde. Il dit être le fils du roi des diamants, Lev Leviev, et qui lui a succédé au sein de l'entreprise. Le rendez-vous se passe très bien et il se confie rapidement sur sa vie privée. Il est divorcé et a une fille de 2 ans qui habite justement à Londres. La solitude le pèse. Simon a très envie de faire plus ample connaissance avec Cécilie, mais malheureusement il est pressé par le temps, car il doit partir en Bulgarie en voyage d'affaires. Il propose alors à Cécilie de l'accompagner dans son jet privé pour poursuivre le rendez-vous. Naïvement, elle accepte, d'autant plus que c'est une première pour elle. Elle est surexcitée. Alors qu'elle arrive à l'aéroport, Cécilie fait une première découverte plutôt surprenante. Son ex-femme et sa fille seront aussi présentes pour le voyage. Toutefois, cela ne la fait pas fuir pour autant. Elle vit un voyage de rêve, se gavant de caviar, de champagne et de sushi. Lorsqu'ils arrivent en Bulgarie, elle monte seule dans un taxi avec l'ex-femme de Simon et sa fille. Cécilie en profite alors pour poser des questions à son ex-femme, qui le décrit comme un homme parfait, qui continue de subvenir à tous leurs besoins bien qu'ils soient séparés. Tout ce petit monde arrive à l'hôtel, et alors qu'elle s'apprête à monter dans l'ascenseur, Simon l'attrape par derrière, l'enlace et l'embrasse, un premier baiser qu'elle décrit comme étant un premier baiser de rêve. Ils terminent la soirée dans la même chambre, et comme un certain homme dirait, Simon réalise l'Ace comme Songa. Manifestez-vous en commentaire ceux qui ont la ref. Si toi aussi tu veux réaliser un Ace comme Songa, il suffit de t'abonner à ma chaîne, comme l'ont fait toutes ces personnes que je remercie lors de ma dernière vidéo. Je sors 2 à 3 vidéos par mois. Cécilie remarque des cicatrices présentes sur tout le corps de Simon. Il lui confie alors avoir fait de la prison en Afrique du Sud à cause d'un complot. Il a subi des maltraitances en prison parce qu'il était juif. Finalement, alors qu'il est harcelé de messages et d'appels qui sont apparemment pour le travail, il lui demande de rentrer chez elle, à Londres. Elle pense qu'elle n'aura plus jamais de nouvelles de lui, car même si elle sait qu'elle lui a plu, elle ne le connaît pas vraiment. Malgré tout, elle attend et espère son retour. Simon ne tarde pas à la recontacter et une relation à distance commence. Ils se revoient de temps en temps, mais cela reste très occasionnel puisque Simon est débordé par son travail. Cécilie décide de rendre visite à ses parents qui habitent à Oslo, en Norvège, et demande à ce qu'elle pense être son compagnon de la rejoindre. Ils se retrouvent dans un hôtel et Simon lui demande officiellement d'être sa petite amie. Cécilie est aux anges. Maintenant qu'ils sont ensemble, il lui dit avoir besoin de lui avouer un secret. Il est en train de boucler une affaire en Israël à hauteur de 70 millions de dollars, mais malheureusement il reçoit des menaces de mort. Il lui montre une photo de munitions qu'il a reçues par la poste, mais aussi des germes funéraires. Il se déplace constamment avec des gardes du corps, mais d'après ces derniers, il n'est plus en sécurité à Londres et il ne doit plus y mettre les pieds. La famille Leviev est très proche du président russe, Vladimir Poutine, et Cécilie se doute que Simon trempe dans des histoires assez louches. Chacun rentre chez soi, et Cécilie n'a plus de nouvelles de lui. Elle décide donc de regarder son profil Tinder pour voir sa localisation. Mais elle fait une découverte surprenante. Il a rajouté des photos à son profil, ce qui signifie qu'il se sert encore de l'application. Elle le confronte, mais ce dernier lui explique qu'il a supprimé l'application, qu'il n'y a pas d'autres femmes et qu'ils sont une équipe. Naïvement, elle décide de lui faire confiance, elle est folle de lui, il la fait se sentir unique. Au même moment, de l'autre côté de la Manche, se trouve une jeune Suédoise, Pernilla, qui est sur Tinder en train de chercher un homme avec lequel elle pourrait partager sa vie. C'est une femme indépendante qui travaille dur et voyage beaucoup. Elle cherche un homme comme elle. Lors d'une session de swiping intense, elle tombe sur le profil parfait pour elle. Vous l'aurez compris, c'est le profil de Simon Lev.
Elle décide de swiper vers la droite et comme pour Cecily, la magie Tinder opère. Les deux matchent ensemble. Il lui dit qu'il habite à Amsterdam mais qu'il est en voyage d'affaires à Stockholm. Étant rentré à Amsterdam, il lui demande si elle veut venir le rejoindre. Pour rappel, c'est la première fois qu'ils se parlent, ils ne se sont jamais vus et aussi fou que ça puisse paraître, Bernier accepte sa proposition. Il lui demande son passeport pour pouvoir lui acheter un billet d'avion, puis il lui envoie la confirmation d'achat de la part de Simon Lev, PDG de LLD Diamond. En recherchant LLD Diamond sur Google, elle voit que son père est un mania des diamants, elle ne se méfie absolument pas. Le lendemain, elle débarque à Amsterdam et rejoint Simon à son domicile. Cela colle immédiatement entre eux, elle a l'impression de le connaître depuis des années. Ils vont déjeuner dans un restaurant dans lequel ils sont accueillis par tout le personnel du restaurant. Les plats arrivent sans interruption. Après le repas, ils partent faire une balade à Amsterdam et passent devant le musée du diamant. Bernier lui propose donc de le visiter, car quoi de mieux que de visiter un tel musée accompagné d'un spécialiste des diamants. Lors de la visite, Simon est incollable. Il connaît tout sur le diamant, cela va de la méthode d'extraction à la méthode de découpe des diamants. Après la visite, il tente de l'embrasser, mais fait rapidement marche arrière. Il pense que c'est mieux qu'ils restent amis et leurs routes se séparent. Du moins, pour le moment. Au bout d'1 ou 2 jours, Bernier commence à ressentir un manque et décide donc de le recontacter en lui avouant qu'il lui manque. Coïncidence ou pas, Simon ressent exactement la même chose de son côté. Bien que Simon soit overbooké, il réussit à trouver du temps pour voir Pernilla, mais cela reste très occasionnel. Toutefois, il est présent quand elle en a besoin, allant même jusqu'à prendre un avion, juste pour venir boire un café avec elle, car elle ne va pas bien. Cecily n'est bien entendu pas au courant de l'amitié qui lie Simon et Pernilla. Quelques temps après, il demande à Cecily d'emménager avec lui, elle accepte immédiatement sans la moindre hésitation. Il lui demande de faire les démarches afin de trouver un appartement et lui donne un budget de 15 000 € par mois pour le loyer. Alors que tout roule comme sur des roulettes, une nuit, elle reçoit une photo de Simon avec comme description « Peter, mon garde du corps est blessé ». Sur la photo, on le voit avec le crâne ensanglanté. Il lui explique qu'ils se sont fait agresser et qu'il serait mort à l'heure actuelle sans son garde du corps. Simon la rassure, maintenant ils sont à l'abri. Le lendemain matin, il lui envoie un message en lui expliquant qu'il ne peut plus utiliser ses cartes de crédit car ses ennemis tracent ses opérations bancaires afin de le localiser. C'est assez fou de croire à une telle histoire, mais Cecily lui fait absolument confiance, surtout après ce qu'elle a reçu la veille. Simon lui demande si elle peut lui prêter sa carte de crédit. Il peut apparemment la relier à son compte bancaire personnel et lui assure que cela ne sera que temporaire. Ça ne sera que l'histoire de 15 jours. Elle accepte sans hésiter car quand on est un couple, on se doit de se soutenir et de s'entraider. Malheureusement, le plafond est trop bas comparé à ses dépenses. Il demande alors à Cecily de lui amener 25 000 € en espèces à Amsterdam. Pourquoi de l'espèce? Car c'est tout simplement intraçable. Le problème, c'est qu'elle n'a pas cet argent. Elle décide alors de faire un prêt et de retirer tout l'argent en liquide. Bien qu'effrayée de transporter une telle somme, elle le rejoint à Amsterdam. Simon la remercie en lui disant qu'elle lui sauve la vie. Mais alors qu'ils passent du temps ensemble, le garde du corps de Simon lui envoie un message. Simon est en danger, il doit supprimer son compte Instagram et Cecily doit mettre le sien en privé, pour ne pas que ses ennemis s'en prennent à elle. Plus tard dans la même soirée, Peter appelle Simon en lui disant qu'il y a une faille dans leur système de sécurité et que des hommes l'ont localisé et qu'ils arrivent pour l'éliminer. Il demande à Simon d'éteindre toutes les lumières et de le rejoindre rapidement. Un avion est prêt à décoller vers une destination inconnue. Une fois qu'il a atterri, il envoie sa localisation à Cecily, il est à Stockholm, en Suède. Il est venu à Stockholm avec une seule idée en tête, faire la fête avec Pernilla. Ils sortent en boîte et Simon rince toute la boîte. Il paye tout en espèces. Vous l'aurez compris, les espèces dont il se sert proviennent de Cecily. Pernilla n'est pas très à l'aise dans cette beuverie et décide d'écourter la soirée afin de rentrer chez elle. Le lendemain matin, elle lui propose de boire un café ensemble, mais il lui répond qu'il est déjà en Espagne. Simon se remet bizarrement à utiliser la carte de Cecily, mais la banque n'arrête pas de bloquer la carte car les dépenses sont très importantes et suspectes. Cecily doit appeler plusieurs fois par jour la banque pour qu'il la débloque. Simon lui demande alors d'augmenter son plafond. Le problème, c'est que c'est impossible à l'heure actuelle, car la jeune femme n'a pas un assez gros salaire. Mais pour l'escroc, chaque problème a une solution. Il engage Cecily dans son entreprise et lui fait des fiches de paie avec un salaire de plus de 94 000 $ par mois. Bien sûr, elle ne voit pas la couleur de cet argent immédiatement. Mais grâce à cette fiche de paye, la banque augmente le plafond de la carte dans la seconde. Pour rembourser toutes les dépenses que Simon fait avec la carte de Cecily, il lui envoie un récépissé d'un virement d'un montant de 250 000 $. Cela rassure un peu la jeune femme. Pendant ce temps-là, Pernilla est à Mykonos en vacances. Elle demande à Simon de le rejoindre, mais ce dernier lui dit qu'il a trouvé une copine, une jeune femme russe qui s'appelle Paulina. Cela ne la dérange pas et elle lui dit de venir avec elle. Ils se retrouvent donc tous les trois en Grèce, il a réservé une suite royale à plus de 5 000 € la nuit. Le soir, il se rend dans une boîte de nuit pour milliardaires. On ne rentre seulement que si on réserve une table à 2 000 €. Il commande plusieurs bouteilles de champagne qu'il paye tout seul bien évidemment. Le train de vie de Simon accélère et cela effraie vraiment Cecily qui ne comprend pas comment il peut dépenser autant d'argent. Ses dépenses augmentent sans cesse, allant même jusqu'à 20 000 € en moins de 3 jours. Il n'arrête pas d'exploser le plafond de la carte et demande à Cecily de contracter de nouveaux prêts afin de subvenir à ses besoins. Elle fait donc un nouveau prêt de 40 000 €. Tous les 2-3 jours, il atteint le plafond des dépenses et demande à la jeune femme de faire un nouvel emprunt pour l'aider.
ce qu'elle fait bien qu'elle soit effrayée par tous ses crédits. D'autant plus que les 250 000 € qu'il lui a envoyés par virement ne sont toujours pas arrivés. Mais il joue sur la corde sensible. Il lui dit que s'il ne peut pas se servir de la carte, sa vie était en grand danger et qu'il risque de se faire retrouver et éliminer par ses ennemis. Cécilie se retrouve avec des emprunts qui culminent au total à 250 000 €. Elle n'en peut plus. Simon lui dit de le rejoindre à Amsterdam où il lui fera un chèque pour la rembourser. Lorsque la jeune femme arrive sur les lieux, un chèque l'attend sur la table d'un montant de 500 000 €. Mais l'attitude du jeune homme l'interpelle. Il est froid et distant. De retour à Londres, elle encaisse immédiatement le chèque, mais après 4 jours, les sous ne sont toujours pas sur son compte. Cécilie appelle donc la banque, mais cette dernière ne veut pas encaisser le chèque et surtout ne veut pas lui dire pourquoi. Paniquée, la jeune femme appelle Simon, mais il envoie bouler. Il lui dit tout simplement qu'il en a rien à foutre. Il lui a donné l'argent maintenant, c'est plus son problème. Elle ne le reconnaît plus. Ce n'est plus l'homme qu'elle a aimé. Cécilie ne sait plus quoi faire, elle a 9 créanciers sur le dos. Elle décide donc d'appeler sa banque, qui lui envoie des hommes chez elle pour l'aider. Lorsqu'ils arrivent chez elle, la jeune femme leur raconte toute l'histoire depuis le début. Qu'elle a donné la carte à son copain, qu'elle a menti sur les dépenses, qu'elle a menti sur son salaire. Les agents demandent une photo de son copain, et lorsqu'elle leur montre, ils se regardent entre eux et laissent échapper un « c'est lui ». Ils expliquent à Cécilie que c'est un escroc professionnel, que Simon Leviev est l'une de ses nombreuses identités. Il n'est pas le fils d'un milliardaire, ni celui d'un magnat des diamants. La jeune femme est sous le choc et dévastée. Elle est encore amoureuse de Simon, mais en fait, cet homme n'existe pas. Toute sa vie n'est qu'un mensonge. Elle décide donc de rentrer chez sa mère en Norvège pour se changer les idées, et elle bloque le numéro de Simon pour ne plus jamais entendre parler de lui. Mais cela ne se passe pas comme prévu car ce dernier a le numéro de sa mère. Il appelle et laisse un message glaçant sur le répondeur. Tu m'as bloqué. Je ne comprends pas pourquoi. Je t'appelle, mais tu refuses de répondre. J'ai un truc à te dire. Je te conseille de faire gaffe, parce que toute action entraîne une réaction. Cécilie et sa mère paniquent car Simon sait tout de leur vie. Il a leur adresse, la copie du passeport de la jeune femme, il sait où elles sont. Elles appellent donc la police norvégienne qui les ignore tout simplement. Elle est harcelée par les 9 banques auxquelles elle a contracté un crédit. Elle reçoit des lettres de relance tous les jours. Elle envisage de mettre fin à ses jours pour être enfin soulagée. Mais finalement, elle décide de se faire interner dans un hôpital psychiatrique pour se reposer et se faire soigner. Simon ayant perdu sa poule aux œufs d'or, il jette alors son dévolu sur son amie Pernia. Alors qu'elle est tranquillement chez elle, Pernia reçoit des messages avec en pièce jointe des articles de journaux. La police arrête plusieurs membres de la famille de Simon pour trafic de diamants. La Russie est aussi impliquée. Elle appelle en panique et tombe sur un homme effrayé, qui a peur pour sa sécurité, tous ses comptes sont gelés. Quelques jours plus tard, elle reçoit des photos de Peter, le garde du corps de Simon, ce dernier est dans un sale état. Il s'est interposé pour protéger Simon qu'on a tenté de poignarder. Simon a peur pour sa vie. Il lui demande un service. Il lui demande si elle ne peut pas lui prêter 30 000 €. Elle ne réfléchit pas et décide de lui confier toutes ses économies qu'elle avait faites afin d'acheter un appartement. Quelques semaines après, il lui redemande de l'argent, mais cette dernière commence à s'inquiéter car il avait promis de la rembourser 1 ou 2 semaines maximum après lui avoir emprunté les 30 000 €. Mais il lui jure qu'il va la rembourser. Elle lui verse donc à nouveau 10 000 € et une semaine plus tard, Simon lui envoie un reçu d'un virement qu'il vient de lui adresser avec pour montant 100 000 €. Elle est choquée par sa gentillesse car après tout elle ne lui a prêté que 40 000 €. Mais vous vous en doutez, l'argent n'arrive jamais sur son compte. Il lui demande un nouveau petit service, de lui payer plusieurs billets d'avion pour des destinations diverses et variées. Elle commence à angoisser car l'argent n'est toujours pas arrivé. Elle est endettée et demande à Simon qu'est-ce qui se passe. Il lui dit que son compte bancaire est bloqué, mais qu'il peut lui donner une de ses montres pour la dédommager. Il lui réserve un billet d'avion afin qu'elle le rejoigne pour récupérer cette montre. De son côté, Cécilie cherche des réponses, et la banque lui dit de taper Shimon Yehuda Ayud sur Google. Elle tombe sur un article écrit en finnois, avec pour titre « Le multimillionnaire israélien qui trompait les femmes ». En 2015, il a escroqué 3 Finlandaises. Il a raconté à l'une d'elles qu'il travaillait dans l'armement, tandis qu'à une autre, il a dû être un agent du Mossad. Il a fait 3 ans de prison. Cécilie se donne alors une mission, envoyer l'homme qu'il a escroqué derrière les barreaux. Elle contacte alors le plus gros journal de Norvège, le journal VG. Les journalistes demandent des preuves à Cécilie car l'histoire semble sortir d'un conte. Elle est totalement invraisemblable. La jeune femme leur confie quasiment 400 pages de textos, de vidéos, de messages audio et de photos. Son mode opératoire est très bien rodé. Il commence par un premier rendez-vous où il lui montre à quel point il a réussi dans la vie. Derrière, il lui fait miroiter des vacances, un appartement à 2, un mariage et des enfants. Une fois que la victime tombe amoureuse, Simon lui fait croire que sa vie est en danger et qu'il a besoin d'elle afin de s'en sortir. Il leur demande donc de l'argent. Pour Cécilie, il a attendu 1 mois. Les journalistes contactent les autorités finlandaises afin d'avoir le nom des 3 jeunes femmes escroquées et transmettent l'information à Cécilie. La jeune femme tombe sous le choc. L'une d'entre elles est la femme avec la petite fille qui les a accompagnées lors de son voyage en Bulgarie avec Simon. Elle ne comprend pas comment c'est possible. Cette femme avait envoyé Simon en prison en 2016 et la voilà que 3 ans plus tard, elle se retrouve complice de lui et voyage en jet privé avec ce dernier. C'est incompréhensible. Pourquoi ne l'a-t-elle pas prévenue lorsqu'elles étaient que toutes les deux dans la voiture?
Les journalistes se rendent à Tel Aviv, où se trouve la dernière adresse connue de Shimon Ayut. Ils sont choqués car il habite dans des quartiers extrêmement malfamés de la ville. Malheureusement, ils ne tombent que sur la mère de Shimon qui dit ne plus l'avoir vu depuis qu'il a atteint ses 18 ans. Il a changé de nom, il s'appelle désormais Simon Leviev. Il est recherché par la police israélienne car en 2011, il a volé un chèque à un de ses employeurs avant de se mettre à la falsification de chèques volés. Malgré tout, les journalistes n'arrivent pas à localiser Simon. En analysant les relevés de la carte bancaire, ils tombent sur le nom des personnes qui l'accompagnent en voyage et l'un de ces noms est récurrent. C'est celui de Pernia. Le journaliste la contacte sur Facebook pour lui raconter la vérité sur Simon, mais aussi pour savoir si elle est encore en contact avec lui. Pernia panique et transfère le message à Simon qui l'appelle immédiatement. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, ce sont seulement ses ennemis qui inventent des histoires et cherchent des informations sur lui. Mais au fond d'elle, Pernia sent que le message du journaliste dit la vérité. Le journaliste lui demande s'il peut venir à Stockholm pour l'interviewer. Ce qu'elle accepte bien évidemment car elle veut connaître la vérité. Elle se demande pourquoi son ami Simon lui ferait ça, d'autant plus qu'ils sont extrêmement proches. Pernia raconte tout ce qu'elle sait sur Simon, ses voyages, les fortunes qu'il dépense et tout ce qu'elle sait sur son entourage. Mais une chose l'interpelle, les 250 000 € que Simon a escroqués à Cecilia ne peuvent pas avoir suffi pour le train de vie que mène Simon. Ces 250 000 € sont dérisoires comparés à ses dépenses. Les journalistes suspectent alors une chaîne de Ponzi. En gros, Simon dépense l'argent de Cecilie pour Pernia et celui de Pernia pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Vu que les cartes de crédit qu'il utilise ne sont pas son nom, il ne peut pas être inquiété. Il peut simplement dire qu'il emprunte l'argent et qu'il le remboursera plus tard. C'est l'escroquerie parfaite. Étant donné qu'il ne reste que très peu de temps dans un pays et qu'il voyage constamment, les polices locales ne disposent pas de suffisamment de moyens pour le localiser et l'arrêter. Mais cette fois-ci, c'est différent. Pernia sait exactement où il se trouve puisqu'elle doit le rejoindre pour récupérer la montre. Simon se trouve en Allemagne, à Munich. L'objectif des journalistes est simple. Filmer Simon sans compromettre la sécurité de Pernia afin de montrer à la police qu'il est localisable. Pernia n'a qu'un seul but, mettre un terme à sa vie de rêve. Lorsqu'elle rejoint Simon, elle rencontre pour la première fois son associé. La voiture se rend au Mandarin Hotel, un prestigieux établissement. Simon commande toute la carte du restaurant, s'excuse du retard de remboursement et lui donne une montre pour la dédommager. Et Pernia est mal à l'aise car elle se demande qui peut bien payer ce repas en réalité. Lorsqu'il sort de l'établissement, Simon et son associé se mettent à parler hébreu et s'énervent. Ils viennent de voir quelqu'un en train de les prendre en photo. Ils courent dans leur voiture et traversent la ville à toute allure pour s'enfuir. Pernia, effrayé, ne perd toutefois pas son sang-froid et joue la comédie. Elle lui demande si c'est ses ennemis qui sont à leur trousse. Simon la rassure en lui disant qu'ils en ont qu'après lui avant de la déposer en ville et de prendre la fuite. Suite à cette mésaventure, la jeune femme retourne à Stockholm et apporte la montre à un prêteur sur gage. Mais malheureusement, c'est une contrefaçon, pas très étonnant quand on connaît le personnage. Elle décide donc de rappeler Simon, le tout filmé par les journalistes. Elle le confronte, et ce dernier dément, il reste enfermé dans son mensonge, rejetant toute la faute sur elle. D'après lui, c'est une traîtresse, il la menace, elle va devoir payer le prix de sa trahison. Elle est morte de peur, et pour elle, la seule solution de s'en sortir, c'est de faire un maximum de bruit sur internet et dans la presse, afin qu'il soit coincé et qu'il ne puisse plus jamais escroquer personne. Malheureusement, internet et les réseaux sociaux sont cruels. Cecilie et Pernia sont moquées. On les traite d'idiotes, de croqueuses de diamants. Elles deviennent la risée du monde entier. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Heureusement, il y a quand même des personnes qui les soutiennent. L'article devient viral et Cecilie et Pernia se rencontrent enfin. Elles deviennent immédiatement amies car ce sont les seules qui comprennent ce qu'a vécu l'autre. Elles deviennent célèbres et font le tour des plateaux télé du monde entier afin de raconter leur histoire. Suite à cette forte médiatisation, de nombreux témoignages apparaissent. On découvre qu'il a été babysitter lorsqu'il avait 20 ans et que son père était apparemment un rabbin. Il a falsifié des chèques, il a des dettes aux 4 coins du monde. Des dizaines de témoignages sont recueillis, mais malgré ça, Simon n'est toujours pas inquiété. Pourtant, il a 7 plaintes contre lui dans 7 pays différents, mais cela ne suffit pas à la police. Pendant ce temps-là, à l'aéroport de Prague en République tchèque, une jeune femme attend son avion afin de rejoindre son copain. Cette jeune femme s'appelle Eileen Charlotte, et pour passer le temps, elle fait quelque chose que l'on fait tous, elle va sur Instagram. Elle tombe sur un article qui touche sa curiosité. Cet article a pour titre « L'arnaqueur de Tinder ». Et lorsqu'elle clique dessus, elle est choquée car la photo de cet escroc est tout simplement la photo de son copain. Elle envoie immédiatement le lien de l'article à Simon, mais elle ne peut pas répondre car son avion va décoller. Elle télécharge l'article avant de passer son téléphone en mode avion. Elle se rend compte que son histoire et celle de Cecilie se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils se sont rencontrés sur Tinder et leur premier rendez-vous s'est fait dans un hôtel 5 étoiles. Ils sont en couple ensemble depuis 14 mois. Elle décrit un homme attentionné, se souvenant des moindres détails de sa vie. Ils ont comme projet d'habiter ensemble et de fonder une famille. L'article contient les vidéos et les messages que Simon a envoyés à Cecilie. Et Eileen n'en croit pas ses yeux. Que cela soit les vidéos ou les messages, tout était identique au mot près. Il lui envoie exactement la même photo de son garde du corps ensanglanté en lui disant que ses ennemis l'ont tabassé. Pendant que Cecilie cherchait un logement pour habiter à Londres avec Simon, Eileen en cherchait un pour habiter à Amsterdam avec lui. Alors que Simon était soi-disant en couple avec Eileen et qu'il prétendait un voyage d'affaires à Oslo,
Il était en fait en train de passer la nuit avec Cecily. Et comme toutes les victimes, Eileen lui prête aussi de l'argent, elle lui a donné 140 000 euros. Pour rappel, elle est toujours dans l'avion quand elle se mange la vérité en pleine face. Elle atterrit enfin à Amsterdam et Simon l'appelle. Il prétend que c'est un article mensonger et que Cecily et Pernilla ont été payés par ses ennemis pour lui nuire. Elle sait qu'il a escroqué et qu'il lui a menti. Elle décide donc de voir la police qui l'ignore comme Cecily et Pernilla. Eileen trouve Pernilla sur Instagram et la contacte en lui disant qu'elle sort avec Simon et qu'elle va les aider à l'attraper. Mais avant de mener à bien cette mission, elle veut récupérer son argent. Dans son malheur, elle est quand même sereine car elle est en position de force. À cause de cet article, Simon ne peut approcher aucune femme. Il est bloqué à Prague et il dépend maintenant complètement d'elle. Elle joue la comédie et fait semblant de le croire. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle sera toujours de son côté. Simon, quant à lui demande toujours plus d'argent, disant à Eileen de mettre sa voiture en gage ou bien de vendre sa maison. Elle imagine alors un plan machiavélique afin d'arnaquer l'arnaqueur de Tinder. Eileen travaille pour une marque de vêtements de luxe et elle sait que la garde-robe de Simon coûte une fortune. Elle lui demande donc si elle peut vendre ses vêtements afin de récupérer de l'argent. Ce dernier ne se séparant jamais de sa garde-robe, il lui dit de venir à Prague les chercher. Il lui envoie une carte de crédit au nom de David Sharon. Elle la prend en photo et l'envoie à la police en leur disant que Simon se crée une nouvelle identité. Elle le rejoint à Prague et malgré le dégoût qu'elle éprouve, elle continue de jouer la comédie. Elle l'embrasse en lui disant qu'elle l'aime et qu'il lui a manqué. Elle l'accompagne à un rendez-vous qu'il a pris avec un chirurgien. Il souhaite modifier ses pommettes, son menton, son nez et ses lèvres, mais le chirurgien refuse car selon lui, seuls les criminels demandent ce genre d'opération. On peut dire qu'il avait plutôt vu juste. Simon est dévasté, l'étau se resserre tout doucement autour de lui. Le lendemain, elle remplit 3 énormes valises de vêtements et rentre chez elle. Mais avant de partir, Simon lui tend une lettre en lui disant de la lire dans l'avion. Dans cette lettre, il lui déclare une nouvelle fois sa flamme. Il la remercie du soutien qu'elle lui apporte et il désire se marier et avoir des enfants avec elle. Il lui demande de l'aider par tous les moyens possibles. De retour chez elle, elle commence à vendre tous les vêtements qu'elle a ramenés. Simon s'impatiente et l'harcèle pour qu'elle lui envoie l'argent qu'elle s'est faite en vendant ses vêtements. Mais Eileen lui répond qu'elle n'a encore rien vendu. Bien que cela ne remboursera jamais les 140 000 euros qu'elle lui a prêtés, cela la rend tout de même heureuse car elle se venge en le faisant galérer. Au bout de quelques semaines, Simon comprend qu'elle ne lui enverra plus d'argent et son comportement change radicalement. Il lui envoie des messages vocaux où il insulte pendant 20 minutes. Il alterne entre menaces et excuses. Simon est tellement en manque d'argent qu'il lui demande d'aller acheter un ticket de loto avec des numéros qu'il lui donne. Il n'a plus aucune rentrée d'argent. Il dort dans des auberges de jeunesse et mange les restes qu'il trouve dans des galeries marchandes. Il est fauché, se surnommant même le roi clochard. Un matin, il lui demande un billet d'avion pour venir arranger la situation. Elle lui demande quel est son plan, mais bizarrement il ne lit pas le message. C'est très surprenant venant de sa part car il est toujours scotché à son téléphone et répond dans la minute. Elle se dit qu'il doit être dans un avion et elle se souvient qu'il lui parlait souvent d'aller en Grèce. Elle cherche donc les vols en partance de Prague pour Athènes et elle tombe sur un vol qui part au moment exact où Simon est passé hors ligne. Elle fait une capture d'écran du détail du vol et envoie un message à la police en leur disant que Simon Leviev se trouve dans ce vol et qu'il a réservé au nom de David Sharon. Dès qu'il pose les pieds sur le sol grec, Interpol l'arrête pour usage d'un faux passeport. Il est condamné à 15 mois de prison pour les crimes qu'il a commis en Israël, mais il ne purgera que 5 mois. À sa sortie de prison, Simon crée un site internet où il vend des conseils d'affaires pour un montant de 311 $. Il vit aujourd'hui paisiblement et n'a jamais été inquiété pour ses escroqueries. En février dernier, il passe d'ailleurs dans un complément d'enquête sur France 2 où il déclare ceci. Je ne dis pas que c'est de la faute des victimes, mais c'est un peu de la faute des deux. Les victimes doivent se montrer responsables et ne pas se mettre dans une situation où elles pourraient être arnaquées. Oui, je reproche à une personne de tomber amoureuse d'un Brad Pitt. Vous ne pouvez pas venir pleurer quand vous n'avez pas pris un minimum de précautions. On estime qu'il a escroqué 10 millions d'euros à des victimes du monde entier. Aujourd'hui, Eileen, Cecily et Pernilla remboursent encore les dettes qu'elles ont contractées auprès de leurs créanciers. Malheureusement, elles ne seront jamais dédommagées. Cette histoire a inspiré un documentaire que je vous conseille d'aller voir sur Netflix, appelé sobrement L'arnaqueur de Tinder. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications.